Merci de prendre ce nouveau rendez-vous d'Espace Éco sur SICA. Bienvenue à tous. Nous étions au Bénin dans le dernier numéro de cette émission. Eh bien, nous y restons. Comme annoncé la dernière semaine, ce numéro sera exclusivement consacré à la deuxième et dernière partie du bilan économique des 2 premières années de pouvoir du président Patrice Talon. Agir simultanément sur les leviers institutionnels, économiques et sociaux du Bénin pour notamment accroître l'offre d'emploi, créer de la richesse, améliorer le quotidien des populations et révéler le pays à l'international étaient les objectifs visés au départ. 2 années plus tard, les fruits ont-ils porté les promesses des fleurs? Quel bilan économique peut-on faire des 2 premières années du président Patrice Talon à la tête de l'État béninois? On en parle avec nos 2 invités. Bien entendu, le plateau n'a pas changé et nous sommes toujours avec Latif Boni, journaliste à la rédaction de la chaîne de télévision E-Télé au Bénin, et aussi avec Casimir Pédior, journaliste économique et directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie au Bénin. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, nous parlions du bilan économique du gouvernement Patrice Talon et le ministre d'État chargé du plan, Abdoulaye Biotane, qui faisait le même exercice dans une interview accordée récemment au quotidien béninois de service public. La Nation a laissé entendre que le port autonome de Cotonou se porte financièrement bien. La question, c'est ceci: pourquoi avoir opté pour une gestion déléguée si tant est que ce poumon de l'économie se porte si bien comme on veut nous le faire croire? Bon, peut-être que ça se porte davantage mieux, mais ceci dit, on n'a pas besoin de s'interroger sur le changement de main au niveau du commandement donc, du port autonome de Cotonou pour savoir que ça ne va pas, d'autant plus que nous l'avons déjà abordé ici, nous avons déjà évoqué le port dans pratiquement ce qu'on peut considérer comme les éléments qui prouvent en réalité sa chute. Casimir l'a rappelé, non seulement que la concurrence est devenue plus corsée, mais il y a que les éléments de gouvernance n'étaient pas des éléments intéressants. Il y avait pas, il y a pas mal d'éléments qui ont fait que on n'a pas besoin d'avoir les données de Abdoulaye Biotane donc pour savoir que il n'est pas dans la réalité. Quand je dis réalité, c'est qu'effectivement que notre port n'est plus, on va dire, cet élément le plus rassurant de notre économie au niveau du Bénin. Donc, alors, ceci dit, quand on rajoute quand on ajoute à ces éléments-là le fait qu'effectivement que nous ayons pu recourir à une gouvernance, on va dire, déléguée, à une gestion déléguée, il y a pas mal d'éléments pour commencer par douter de Biotane dans sa déclaration. Non, le port du Bénin n'est pas en très bonne santé. Sinon, le Bénin lui-même ne serait pas aussi en train on va dire, de suffoquer en termes de chaleur financière. Que le Bénin est en train de suffoquer, oui, économiquement parlant. On n'a pas besoin de trop se gêner. Il faut tout simplement se promener, que ce soit le commerce qui est chez nous classique, c'est-à-dire l'informel, que les gens qui sont dans les secteurs formels, vous verrez qu'il y a des changements notamment avec des gens qui mettent les clés sous le paillasson. Alors, il y a pas mal d'éléments qui font que je suis un peu méfiant par rapport non seulement aux chiffres, mais aux déclarations de Abdoulaye Biotane. Casimir Pédior, toujours dans cette même interview, je le souligne, accordée récemment au quotidien béninois La Nation, le ministre béninois du plan, Abdoulaye Biotane, bien entendu, a déclaré qu'à leur arrivée au pouvoir en avril 2016, le port de Cotonou avait une santé financière très déplorable. 2 ans après, il parle de bonne santé financière du port. Quelles sont selon vous les réformes du gouvernement? Disons, est-ce que ces réformes annoncées, doit-on croire que ces réformes ont porté leurs fruits?
Oui, vous savez, le ministre d'État, Ablai Biotchane, est beaucoup plus dans un rôle politique que dans un rôle de ministre d'État, surtout de la planification dans cette déclaration. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous êtes à ce niveau de responsabilité, vous portez sur vous deux manteaux. Le premier, c'est celui donc du volet politique, de celui donc qui vous a fait confiance et qui vous a mis là. Et donc, ce que le gouvernement voudrait qu'on dise, on vous le fait porter et vous venez donc le dire. Mais de l'autre côté, c'est votre manteau de technicien, donc de cadre chevronné, c'est donc votre manteau de personne bien expérimenté de par donc votre présence dans plusieurs institutions donc de Bretton Woods et bien d'autres encore. Alors, partant de ce principe-là, si j'observe et j'analyse donc les propos de Ablai Biotchane, je le vois beaucoup plus dans le rôle du défenseur donc de la rupture, sinon que lorsque le ministre d'État vient donc dans les médias, notamment celui du service public, et déclare que la santé financière du port est des meilleures en ce moment et qu'au même moment, cela contraste dangereusement avec la présence donc d'un délégataire au niveau du port autonome de Cotonou. Pour moi, ça me pose un problème parce que vous ne pouvez pas dire qu'une structure comme le port autonome de Cotonou a une bonne santé et qu'au même moment, vous changez donc de commandement, vous changez donc le capitaine de bord. La présence d'un privé ne veut pas forcément dire que ça ne va pas. Alors, déjà, il faut déjà comprendre... Peut-être qu'on veut aller à une étape beaucoup supérieure. Non, ce n'est pas possible d'aller à une étape supérieure lorsque nous avons entendu tout le discours du chef de l'État peu avant donc la sortie, enfin cette ronde de bilan. Lorsque vous suivez donc le discours du chef de l'État, vous comprenez qu'il y a un problème au niveau du port autonome de Cotonou. Et une infrastructure comme le port ne peut pas avoir une bonne santé, ne peut pas présenter une bonne santé financière et que la ressource humaine a des problèmes. Si le port a une bonne santé financière, c'est que la ressource humaine est aussi en bonne santé parce que c'est des faits liés. La ressource humaine ne peut pas être de mauvaise qualité et générer, sur le plan des finances, de bons résultats. Ce n'est pas possible. Donc, c'est qu'il y a un problème. Soit eux-mêmes, ils se contredisent donc, dans leur déclaration, ou bien toute la vérité n'est pas encore servie au peuple béninois. Mieux, avant l'arrivée donc du nouveau gestionnaire, il y avait déjà le privé qui a pris d'assaut le port autonome de Cotonou à travers le programme de vérification des importations. Ça a été d'ailleurs même leurs premiers actes en 2016. Après le 6 avril 2016, ça a été leur premier acte qu'ils ont posé donc au niveau du port de cette infrastructure-là. Ils ont ramené le PVI parce que s'ils ne ramenaient pas le PVI, le Bénin était donc astreint à payer donc tout ce que nous savons. Et donc le PVI a repris avec Bénin Contrôle. Et aujourd'hui, c'est le privé qui gère le port autonome de Cotonou. Et ça dit que c'est ce privé-là qui gérait mal. Non, certainement pas. Et donc, forcément, il y a un problème. Et au-delà de ça, voyons un peu l'environnement macroéconomique. J'ai parlé, au cours de l'émission passée, j'ai parlé du Nigeria qui donc a remis sur pied son port de Lagos. J'ai parlé de Lomé qui également a perfectionné son port. J'ai parlé d'Accra, j'ai parlé d'Abidjan. Mais savez-vous que tous ces ports-là, Nigeria, Togo, Ghana et puis la Côte d'Ivoire, ont fait toutes ces réformes-là sans appeler les légionnaires belges, sans appeler donc les coopérants, sans avoir eu à commettre l'expertise donc des partenaires techniques et financiers. Donc, je veux parler de tous ceux-là qu'on a vus par ici au niveau donc, du port de Cotonou. Les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Les réalités sont les mêmes ici. Le marché économique est le même ici. Et c'est les mêmes. C'est l'Atlantique que nous partageons tous. Dites-moi quelle est la réalité du Nigeria et qui n'est pas la réalité du port autonome donc de Lomé. Lomé aujourd'hui dame dangereusement le pion donc à Cotonou. Et donc c'est comment faire aujourd'hui pour ramener le port autonome de Cotonou au même diapason que ces ports dont je viens de citer. Ça devrait être normalement la réforme qu'on doit opérer au niveau du port autonome de Cotonou. N'est-ce pas dans cette optique oui, que la volonté
volonté de rattraper le retard du port autonome de Cotonou vis-à-vis de ces nombreux ports de la sous-région peut effectivement conduire aussi à une extraordinaire décision qu'est notamment d'aller chercher des gens plus expérimentés, pourvus en expertise. Alors, ceci dit, je reviens sur la question de la bonne santé du port autonome de Cotonou. C'est vrai que avant, on va dire, l'arrivée des Belges, avant la délégation de la gestion, il y a quand même eu des remous au sein de ce port-là, et des éléments qui sortent de ces remous-là ne peuvent pas nous convaincre du fait que le port avait une bonne santé. Notamment, vous savez, il y avait des structures, on va dire, historiques. Quand vous prenez la société de manutention, notamment, il y a pas mal de mouvements, peu de grèves, peu de bruit pour dénoncer le fait que cette structure-là de manutention a perdu notamment, on va dire, ses prérogatives. Vous voulez parler de la Société nationale de manutention, la SOBEMAP. Tout à fait. Au profit donc des privés, certains qui n'avaient même pas, on va dire, l'accréditation pour faire de la manutention. Les agents donc de pas mal de sociétés, notamment de la SOBEMAP, ont fait des mouvements, ont réclamé le rétablissement donc des choses qui leur sont dues, notamment qui sont dues à leur société. Je crois que l'État n'a pas répondu. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, effectivement, c'est le retour du PVI en force et dans le silence. Aujourd'hui, quand on veut faire le bilan ou le point, on devait nous dire, avant la reprise du PVI, où, en termes de chiffres, où le port était et où ce port-là en est aujourd'hui. Si on nous offre, si on donne des chiffres à la population, elle saura bien, on va dire, faire la part, elle saura bien apprécier. Le fait de dire qu'il y a un retour d'une bonne santé au port autonome de Cotonou, sans chiffres, sans notamment évaluer, sans donner des éléments par rapport notamment à la rentabilité, ou plutôt par rapport aux effets que donne le PVI, et par rapport aussi à tous les effets, notamment des différentes réformes intervenues depuis l'arrivée depuis les 2 ans. Donc, ces manques de chiffres sont des éléments qui inquiètent notamment. Il ne suffit pas de déclarer, il faut aussi ouvrir. Parce que la gouvernance, un peu, au Bénin, ce qui est un peu difficile pour notamment les analystes économiques, c'est le fait qu'il n'y ait pas de données, qu'il y ait plus de déclarations de bonne santé et des phrases semblables à ça. Il n'y a pas de chiffres. On ne peut pas s'en sortir dans une telle ambiance. Et vous avez compris, je suis complètement d'accord avec lui. C'est une erreur professionnelle que véritablement un technicien, un planificateur, un économiste vienne donc parler dans un journal ou bien sur un plateau de télévision, qu'il puisse parler 2 phrases sans pouvoir donner des chiffres. Et aujourd'hui, la matière qui manque véritablement donc dans les arguments que le gouvernement évoque pour véritablement mieux convaincre, c'est les chiffres. Et pourquoi ils cachent alors les chiffres? Pourquoi ils ne sortent pas les chiffres? Donc certainement, allons chercher pour comprendre. Ne pas sortir les chiffres, ne veut pas dire qu'on les a cachés, forcément. Oui, ne pas sortir les chiffres et ne pas sortir les chiffres pendant qu'on y est, et ne même pas remettre cela à qui de droit pour véritablement opérer des analyses. Pour moi, c'est un début donc de quelque chose qui se cache. Alors, au-delà de ça, lorsque vous parlez de la SOBEMAP, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien avant même que Patrice Talon, PVI, tout ça là, ne soit aujourd'hui cité, il n'y avait que la Société béninoise de manutention portuaire avait déjà des signes de faiblesse, des signes donc d'inactivité au niveau du port autonome de Cotonou. Et donc, la ruée des manutentionnaires vers donc les mouvements intempestifs n'était pas forcément liée aux revendications, à la satisfaction donc de leur train de vie, forcément pas, parce que il a dit il y a des privés aujourd'hui qui opèrent sur la plateforme portuaire sans avoir le droit, sans avoir l'agrément qu'il faut. C'est aujourd'hui la SOBEMAP qui est la structure la plus autorisée à donc manœuvrer au niveau dans l'enceinte portuaire. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup donc de Français, il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup d'Américains qui opèrent sur la plateforme portuaire sans avoir le droit. Et donc aujourd'hui, ça constitue, quand je me suis rapproché donc des acteurs, c'est plusieurs centaines donc de milliards par an que le port autonome de Cotonou paie depuis donc sa création, pour ne pas citer les années donc 1970 ou 1965. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous perdons énormément au port autonome de Cotonou. Et donc
opérer des réformes, pour moi, aurait été donc dans ce sens-là, pour donc rétablir donc cet équilibre-là, véritablement que si chacun sache ce qu'il a à faire dans l'enceinte portuaire, pour que véritablement ce port puisse donc reprendre du souffle. Mais patatras, on a comme l'impression que désormais on fait respirer le port autonome de Cotonou, enfin l'économie béninoise par la bouche, et certainement cette économie mangera par le nez. Donc vous comprenez désormais que les choses sont dans un sens dessous. Et ceci ne favorise pas forcément la santé économique donc de l'infrastructure et partant de l'économie. Moi je dis, les propos du ministre, je les respecte. Les différentes déclarations faites par le ministre peuvent être vraies, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, je veux que le ministre, en bon technicien, nous sorte les chiffres actuels qui ont véritablement montré que entre 2006 et 2016, nous avons eu une valeur inférieure à la période 2016 à 2018, parce que c'est de ça il s'agit. Et je me demande sur quelle donc base véritablement le ministre est en train de faire ces analyses. Sur quelle période? Il faut que le ministre vienne nous dire véritablement pour que nous puissions apprécier à sa juste valeur cette bonne santé économique qui ne rejaillit pas forcément, parce qu'il a dit, nous n'avons pas l'inclusion économique aujourd'hui. Vous dites que la santé du port est des meilleures, mais au même moment, vous allez donc pas d'autres moyens chercher en vain des moyens financiers pour véritablement soutenir votre politique. On va fermer le volet port parce que c'est pas à ça que nous devons nous intéresser longuement aujourd'hui. Nous avons prévu de nous intéresser à la question de l'emploi et justement nous y sommes. Selon le gouvernement, en 2017, le gouvernement béninois en 2017, 63 284 emplois ont été créés, dont 28 478 emplois formels. Il y a au moins des chiffres de ce côté. Et au premier trimestre 2018, année du démarrage des grands chantiers, 49 283 emplois ont été créés, dont 15 511 emplois formels. N'est-ce pas des chiffres encourageants, Casimir Pidjo? Et qui me font beaucoup rire parce que dans ce Bénin-là, on a créé 49 000, ça fait 50 000 emplois. Et vous savez, derrière un emploi créé, c'est 5 personnes qui, donc, selon donc, les normes de l'Organisation des Nations Unies, donc, derrière un seul emploi créé en Afrique, il y a 5 personnes qui donc retrouvent donc leur santé. Et donc c'est ce monsieur qui a donc trouvé de l'emploi, c'est certainement sa conjointe ou son conjoint, c'est les enfants, c'est 2 ou 3 enfants, et c'est également donc la famille, l'âge, 2 ou 3 personnes donc de cette famille-là. Alors quand on multiplie donc 50 000 par 5, ça, nous sommes à la lisière de 250 000 personnes au Bénin qui ont été sorties donc de la précarité en 2018, je précise. Et en 2017, nous avons 63 000. Arrondissons cela à 64 000. Faisons le même exercice, 64 000 fois 5, chers téléspectateurs. Vous voyez déjà, et cumulé donc aux 250 000, nous approchons déjà la lisière donc des 900 000 personnes sorties de la précarité au Bénin. Alors, voyons un peu le taux de chômage au Bénin. Nous avons un taux de chômage chômage et sous-emploi cumulé qui tourne autour de 70%, avec une population active de l'ordre de 6,600 millions. Lorsque vous faites un petit calcul, vous devez pouvoir déjà dire qu'au Bénin, tout commence par aller mieux. Et vous êtes dans un pays où le taux d'inflation tourne autour de 3%. Ça pose un problème. Ces chiffres, je n'y crois pas beaucoup. Sinon que c'est des chiffres encore politiques. Parce que nous sommes tous dans ce pays-là. Hein. Vous voyez, descendez un peu dans la ville. Nous avons les moyens de contredire ces chiffres. Nous avons les moyens. C'est déjà la précarité dans la circulation à Cotonou. Vous avez vu les émigrants à Cotonou, ça continue. Dans les grandes villes du pays, nous avons encore les taxis-motos. Nous avons le taux de chômage qui avoisine, je l'ai dit, les 70% aujourd'hui. Vous avez également à Cotonou, vous avez ce que désormais on appelle les sinistrés de la rupture. C'est ces jeunes-là qui ont été donc sortis du système parce que peut-être les concours ont été mal ficelés. C'est ces jeunes qui ont regagné donc la porte parce que donc on a mis en liquidation un certain nombre de sociétés. C'est également ces jeunes qui ont perdu leur emploi parce que on a cassé donc les boutiques, l'entreprise donc de leur patron, et puis puisqu'ils n'ont donc pas des conditions des meilleures, ils ont donc congédié leurs employés. C'est enfin ces jeunes dont les promoteurs, les patrons ont
certainement remerciés ou sont en cours. Vous dites vouloir des chiffres, mais quand vous les fournissez, vous n'y croyez pas. Nous ne croyons pas parce que c'est des chiffres trompe-œil, parce que ces chiffres-là ne sont pas vrais. Dites-moi quelle est la source que le ministre de la statistique, enfin le ministre de la planification, Abdoulaye Biotchane, vienne me dire quelle est la source, de quelle source donc sont issues donc ces statistiques. Nous avons des structures bien compétentes ici au Bénin qui donc travaillent. Et le ministre ne peut pas me dire en 2018 que lui il a déjà les chiffres de l'employabilité donc des jeunes au Bénin, parce que même si c'est le premier trimestre, c'est trop tôt d'avoir donc ces chiffres. Encore que nous n'avons pas de structures bien compétentes aujourd'hui au Bénin pour disposer en temps réel donc de ces chiffres. Je dis c'est des chiffres 7, mais ça n'a pas été sourcé, donc ça me laisse encore sur ma faim. Non, mais la source, c'est le ministère du Développement. C'est du Développement. C'est un ministère crédible quand il donne des sources. Ceci dit, moi, je veux des chiffres, c'est vrai. Et je veux aussi, effectivement, croire Biotchane quand il donne ces chiffres-là. Mais croyez-moi, méfiez-vous, ne les utilisez pas à des endroits donnés. Vous pouvez être pris à partie. Ce ne sont pas des chiffres qui reflètent l'impression de... C'est simple. Sonder, ce n'est pas compliqué. Prenez 5 familles, allez appliquer ces chiffres-là, vous n'aurez pas les éléments qui correspondent, parce que... Oui, mais quand on dit on a créé des emplois, on a créé 63 284 emplois, par exemple, mais demandez-vous quel type d'emploi déjà. Oui, tout à fait. On a parlé des emplois, c'est vrai que tout n'est pas emploi à plein temps ou permanent, mais tout de même, il y a des emplois permanents. De toutes les façons, quelle que soit la nature ou la nature précaire ou permanente de ces emplois-là, je trouve que c'est assez beau pour les réalités béninoises aujourd'hui. On voudrait bien que ça soit vrai, mais voyez-vous, quand vous prenez les Béninois actifs, la grande partie pratiquement est déjà absorbée par l'agriculture, Dieu merci. La grande partie, une petite partie est déjà absorbée par des activités jusqu'ici, on va dire, informels, Dieu merci. Mais le reste, en fait, des Béninois qui sont, on va dire, dans le chômage, si ces chiffres-là s'appliquent à eux, Dieu merci, on allait dire, ça allait se sentir. Le calcul, les questions de travail au Bénin ne sont pas des questions compliquées en réalité. C'est un peu seulement que le Bénin demande à l'État, pas trop. Le reste, les Béninois, quand ils se lèvent, ils se tournent vers l'agriculture. Quand ils se lèvent, ils se tournent vers l'informel. Ils n'attendent pas l'État. Les diplômés, les bras valides qui ont confié leur on va dire, leur avenir à l'école, c'est en fait eux surtout qui mettent la pression à l'État. Quand on les interroge, ou plutôt quand on interroge leur réalité, je crois que depuis les 2 ans, dans leur lot, les gens ont plus perdu qu'ils n'ont pu gagner. À mon avis, ces chiffres-là, honnêtement, on a beau avoir une belle volonté, on a beau avoir des outils, on ne peut pas honnêtement expliquer que ce sont des Béninois qu'il s'agit. Alors, et j'ajouterai, vous avez posé une très belle question. Est-ce qu'on s'interroge sur la qualité des emplois créés? Est-ce que c'est même l'État qui crée les emplois? Revenons-en. Est-ce qu'il revient donc au ministre du Développement de venir dire que l'État béninois, l'État de la rupture, le gouvernement de la rupture a créé 63 000 et quelques emplois en 2017? Non, ce n'est pas l'État. L'État crée les conditions favorables. L'État met à la disposition des petites et moyennes entreprises, mais aussi des méso-entreprises, les conditions favorables telles que l'énergie électrique. Et grâce à ça, le secteur privé crée maintenant la richesse. En créant la richesse, c'est que c'est des emplois qui sont créés. C'est le secteur privé qui crée l'emploi. Donc, quand le ministre d'État vient sur le plateau et dire que le gouvernement de la rupture a créé 63 000 emplois... Il n'a pas dit exactement, le gouvernement a créé des emplois. Nous avons créé des emplois, 63 284 emplois ont été créés. Créés par qui? Il faut préciser, c'est eux qui parlent. Pas l'État. C'est vrai. Et c'est la rupture qui parle. Ils ont parlé donc, indirectement, c'est eux. Travaux quand même, donc. Les grands travaux, dites-moi, quel est le taux d'absorption donc, de la main-d'œuvre
au niveau des grands travaux. Quels sont même les grands travaux qui ont commencé sous la rupture? Commençons par les citer. D'abord, c'est la continuité jusqu'à présent. Les grands travaux n'ont pas encore commencé. L'asphaltage, c'est encore en étude. Le Grand Nokwe, c'est encore en étude. L'aéroport international de Glodjigbe, c'est encore en étude. L'étude aussi emploi. Non, l'étude justement, c'est des adjudicataires hors du pays c'est les sociétés qui font les études aujourd'hui, ce n'est pas les Béninois. Et donc, ayons le courage de dire, ces chiffres-là, oui, nous voulons des chiffres, mais pas à ce prix-là. Et comme il a dit, lorsque vous allez vous hasarder, au niveau donc des institutions de Bretton Woods ou bien les partenaires techniques et financiers, lorsque vous allez vous hasarder à prononcer donc ces chiffres, vous allez paraître ridicule parce que c'est des chiffres qui sont bruts. C'est des chiffres qui n'ont pas encore été mis dans leur contexte, n'ont pas été analysés, n'ont pas été jaugés pour voir leur pertinence. C'est des chiffres qui n'ont pas de source. Je vous le rappelle, le ministre n'est pas encore une source. Je veux que ce soit l'INSAE, que le ministre cite l'INSAE, selon donc l'INSAE, selon donc la Direction générale des affaires économiques, pour ne citer que ces structures qui sont chargées de la statistique au Bénin. L'autorité paraît ici comme une grande source, mais je continue par le dire, entre l'autorité, le cadre bontin et l'autorité politique, il n'y a pas de fossé. Et donc moi, je garde ces chiffres avec beaucoup de pincettes. Je dis, il reste à ce que le laboratoire des chiffres puisse me sortir véritablement le taux d'employabilité ces 2 dernières années. Je ne parle même pas de 2018, parce que lorsque le ministre arrive à citer 2018, ça m'a même déjà dit que c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que 2018, on ne peut rien avoir actuellement sur 2018. Il faut attendre carrément. À moins que ça soit des prévisions. Si c'est des prévisions, je suis d'accord. Mais si c'est des estimations, je dis le ministre, il y a une erreur. C'est vrai aussi que c'est bien en fait de nous fournir des chiffres. Au moins là, on a des éléments. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est dire qu'il y a tant d'emplois créés, mais dans le tas, effectivement, nous avons laissé sur le quai tel nombre. En fait, le besoin en réalité, comparé à la création. Là, on sait là où nous allons. On sait le chemin qui nous reste à faire. Mais voilà, on a donné peut-être que ce qui arrange. Ça aurait été intéressant de dire dans les réformes courageuses à saluer. Les gens ont perdu des emplois, voilà leur nombre. Et même avant ces réformes-là, il y avait aussi des chômeurs, voilà leur nombre. Ces éléments-là aussi, ça manque. Nous voulons bien que le pays reflète, on va dire, une très belle image. Nous voulons bien être même des porte-parole d'un discours rassurant quand nous parlons de notre État. Mais c'est trop léger de parfois donner des chiffres. Quand on vous écoute, Latif, on a l'impression que vous pensez qu'il y a plus d'emplois perdus que d'emplois créés, même si on se réfère à ces chiffres. Oui, je crois que ce n'est pas compliqué de le prouver. Écoutez, quand vous prenez tout ce qui était annexé au ministère de l'Agriculture, ne serait-ce que ce ministère-là, vous prenez toutes les structures qui ont été balayées, c'était des milliers de jeunes qui se sont retrouvés, donc, on va dire, au chômage. Ça, c'est un élément. Quand vous prenez ne serait-ce que la Sonapra, elle seule, quand vous la prenez, la Sonapra, ça avait une couverture nationale. Et donc, ça a disparu. Les gens n'ont pas été repris. En grande partie, les gens donc, ont regagné leur maison. C'est pas facile. Libercom, ce n'est pas facile. Avant Libercom, les jeunes qui, effectivement, avaient, pour certains, arraché leur place de haute lutte, d'autres par corruption, c'est vrai, dans des conditions aussi qui ne respectaient pas, je crois, la Cour constitutionnelle même a fini par se prononcer là-dessus. Les conditions dans lesquelles les concours frauduleux ont été annulés. Donc, quand la fraude est annulée par la fraude, je veux parler du respect de la législation, de la loi, de la Constitution. Là aussi, ça pose un problème. Donc, ces jeunes-là, ils étaient nombreux. Quand on a annulé, qu'est-ce qu'on a pu remettre en place? Quand vous comparez en termes de nombre, donc les concours relancés, les concours donc annulés, il n'y a pas photo. Donc, à mon avis, beaucoup de jeunes qui sont qualifiés, qui peuvent peut-être contribuer à améliorer les données, notamment au niveau donc de la productivité de notre administration et aussi des entreprises étatiques ou semi-étatiques ou privées, attendent à être employés, ont même été déjà formés par l'État
l'État a déjà dépensé sur leur qualification. Donc, on a cassé là où ils étaient. Ça, ce n'est pas facile à être prouvé. Donc, effectivement, quand il s'agit, quand vous avez quand vous êtes dans ces conditions-là et qu'il s'agit de dire ce que vous avez fait en bien, il faut être précis, il faut apporter des éléments. Je crois que quand vous demandez à une bonne dame de Tokwa de dire les emplois qui ont été gâtés par les réformes, je dis les réformes ne sont peut-être pas moins salutaires, mais dans l'application de ces réformes-là, les gens ont payé le plus. C'est pourquoi que je parle des sinistrés, effectivement. Quand vous finissez de parler du cadre formel, du cadre étatique, du cadre donc, des entreprises, allez-y au marché, vous verrez des sinistrés. Donc, les emplois perdus pour les réformes, c'est légion, c'est facile à prouver. Donc, quand vous faites la comparaison, je crois qu'il y a eu plus des gens qui ont payé le prix que des gens qui ont bénéficié donc des 2 années que nous venons de traverser. Casimir Pedjo, est-ce que c'est également votre point de vue? Oui, en ce sens que déjà, au-delà donc de ce qu'il a dit, mais vous étiez ici quand des agréments ont été retirés donc à des opérateurs donc de téléphonie mobile. C'est aussi des chômeurs aujourd'hui. Qu'en est-il exactement? Et lorsque vous voulez même comparer en statistiques, il faut partir de l'effectif global, de l'effectif général. Par rapport à quel effectif 28 000 emplois ont été créés en 2018, par rapport à quel objectif? Non seulement ça, par rapport à quel effectif total avons-nous donc les 63 000 de l'année 2017? C'est par rapport à quel effectif? Cet effectif représente quoi dans la balance? Et au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, les 63 000 sont des emplois à longue durée? Est-ce que c'est des emplois précaires? Et puis, on n'a pas fini de dire ça, hein. Quand les problèmes donc de la persécution, ça je pèse bien un mot, au niveau des employeurs, je veux parler de la menace donc sur les sociétés, est venue donc gâter le peu donc de sérénité qu'il y avait au niveau donc de l'employabilité donc au Bénin. Vous comprenez désormais que quand vous mettez tout ça dans une balance, vous comprenez que ce n'est pas forcément ça. Et la conséquence, elle est là. Vous avez vu par ces jours-ci, vous avez vu un phénomène qui a commencé par prendre de l'ampleur à Cotonou et dans certaines grandes villes. Ça a commencé donc par étendre ses tentacules au niveau de Lomé. C'est le phénomène de Gaïman et accompagné donc avec la tradition où on parle donc de Kennedy. Le phénomène de Gaïman, c'est la conséquence directe. Ce phénomène ne date pas de 2 ans. Ce phénomène ne date pas de 2 ans. Mais ça a pris de l'ampleur, j'ai dit. Non, bien sûr. Parce que quand les jeunes, regardez la tranche. Vous voulez parler de la cybercriminalité? Je parle de la cybercriminalité. Regardez la tranche donc de jeunes qui aujourd'hui s'adonnent à ces pratiques-là. C'est la tranche d'âge où on va donc trouver son emploi. C'est entre 18 et 30 ans. C'est les jeunes donc qui sont supposés être au boulot en train de travailler, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé certainement, et puis le besoin, il est là, et donc on commençait par développer donc ces vices-là. Et donc, ne prenons pas le phénomène comme un fait banal. Étudions-le. Je voudrais que le ministre donc de la planification, Abdoulaye Bion Tchane, puisse venir donc évoquer aussi les conséquences pour dire véritablement là où l'État a failli. On ne dit pas que c'est la rupture. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que c'est la rupture qui a fait lit donc à ce phénomène. C'est certainement une conjugaison donc d'imperfection au niveau de plusieurs régimes. Et donc, la conséquence, voilà ce qu'on en est. Voilà là où on en est du moins. Et donc, partant de ce principe, nous voulons désormais corriger cet aspect de la chose en donnant plus d'espoir. Aujourd'hui, je voudrais que le ministre donc, de la planification puisse nous dire quel est le fonds de garantie désormais qu'on octroie aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre donc, de maintenir les jeunes au niveau donc, de leurs emplois. Puisque vous l'évoquez, parlons du secteur privé, ce secteur privé qui est censé créer de l'emploi aujourd'hui. Comment se porte ce secteur privé depuis 2 ans, Latif Boni? Non, c'est vrai que
pour savoir, pour juger donc la forme du secteur privé, il faut écouter, on va dire, les acteurs du secteur. Je crois, hein, quand nous commençons déjà par celui qui nous est le plus proche ou celui dans lequel nous sommes d'abord, le privé, les médias, vous n'êtes pas sans savoir le vent qui a balayé pratiquement la grande partie, pendant longtemps, la grande partie donc des médias béninois, c'est aussi des emplois. Les gens ont dû fermer. Entre-temps, certains ont réouvert, ils ont laissé sous le quai pas mal d'employés, effectivement. Ça peut s'analyser sous plusieurs angles. Quand on est donc dans l'appareil gouvernant actuel, les gens vous disent que c'est notamment l'application de la taxation réelle connue, et qu'il y avait de laxisme au niveau donc de ceux qui étaient chargés d'appliquer les différentes taxes. L'État est devenu plus rigoureux. Ça peut s'entendre. Même si ça s'entend, voilà, la réponse en réalité du secteur privé, c'est notamment la fermeture des possibilités. Quand je dis fermeture des possibilités, c'est alléger notamment le lot des employés. Non seulement ça, mais parfois même fermer les filiales. Il y a pas mal donc d'entreprises, de sociétés qui ont carrément tout simplement fermé, sinon licencier la grande partie donc des employés. Alors, donc, ceci dit, quand on a de tels éléments, on peut croire que les privés aujourd'hui, le secteur privé croupit pratiquement sous le poids, on va dire, de la méchanceté de la taxation. L'autre chose également, c'est qu'on a senti qu'il n'y a plus, ce n'est plus cette période où on avait des privés très puissants qui étaient capables notamment de s'exprimer, que ça soit s'exprimer en défaveur des gouvernants ou contre les gouvernants. Aujourd'hui, effectivement, on sent que l'un après l'autre, donc les gens qui donnaient de l'espoir là où l'État n'arrivait pas à donner sont quand même soit directement des ennemis des gouvernants actuels ou carrément voire des ardoises en termes donc d'impôts, de TVA leur être adressés. Ne parlons pas en voilant certains noms. Quand vous prenez un entrepreneur comme Sébastien Ajavon qui se retrouve dans pas mal de dossiers qui le met en conflit avec l'État ou en conflit avec les gouvernants, vous vous dites que c'est pas un mauvais signe pour le reste des emplois, des acteurs du privé qui cherchent à grandir comme eux, parce que c'est pas un mauvais signe, mais c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe, plutôt. C'est pas un très bon signe pour ceux qui cherchent à grandir, parce que c'est lui le patron du patronat quand même. Quand le patron a des soucis, c'est que tout le secteur a des ennuis. Latif l'a souligné, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Oris Bénin et PM Terminal a dégraissé dans le rang de ses employés. Glomobile, vous l'avez cité tantôt, et plusieurs autres moyennes et micro-entreprises ont dû licencier pour fermer ces 2 dernières années pour raisons économique, ce qui rend plus sombre le tableau de la politique de ce gouvernement avec le secteur privé. Et plus sombre encore, c'est quand j'aurais cité Tunde Motors, c'est quand j'aurais cité les Libanais, c'est quand j'aurais cité les Indo-Pakistanais, c'est quand j'aurais cité même les Nigériens, c'est quand j'aurais cité des Togolais, c'est quand j'aurais cité des Ivoiriens, j'aurais cité des Nigériens, des Burkinabés. On ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de la politique de ce gouvernement. Il y a eu la récession économique au Nigeria à côté qui a aussi... Je vous parle d'une situation, s'il vous plaît. Je vous parle d'une situation qui donne un résultat négatif à l'économie béninoise depuis 2016. Et donc, attribuer cela à un gouvernement, ce n'est pas mon rôle. Mais je vous parle d'une situation. Et donc, toutes ces communautés ont déserté le forum. Toutes ces communautés sont parties, et pour la plupart sont des employeurs, sont partis en nous laissant donc le déchet. Ce que j'appelle le déchet ici, c'est le chômage. C'est les vices du chômage. C'est tout ce que nous pouvons avoir donc issu donc de cette situation-là. Et
il a dit, je voudrais citer ici le ministre de l'économie et des finances, l'agentier national, Romuald Wadhaï, qui, à l'orée donc de l'année 2018 à l'Assemblée nationale, du retour d'un détour donc à l'Assemblée nationale pour le vote donc de la loi économique, la LOLF, la loi, enfin, ce que nous appelons budget exercice 2018, disait ceci: le budget exercice 2018 serait à 60% basé sur les entreprises. Mais c'est grave. Ça veut dire quoi? Sur les 1863 milliards de francs CFA que donc le gouvernement béninois va mettre en œuvre pour le compte de cette année, il y a environ 1117,8 milliards de francs CFA qui seront donc issus de la fiscalité, des impôts, pour être plus précis, pour être plus pointu, pour voir quelle est la nuisance aujourd'hui de la fiscalité. Il a employé un terme tout à l'heure qui m'a plu. Vous imaginez la pression fiscale aujourd'hui sur les entreprises. Vous imaginez, ce n'est pas de nature. Et vous avez parlé des entreprises. Mais quittons le registre des entreprises. Parce que ceux-là, c'est au moins ceux qui ont déclaré, qui ont eu la fibre patriotique d'aller se faire déclarer. Rentrons dans l'informel. Vous avez vu aujourd'hui les casses. En ce moment, à Cotonou, descendez dans les rues. Ils sont en train d'arracher donc à ces petits vendeurs de rue. Ils sont en train de leur arracher leurs marchandises. Vous imaginez? Même les emplois précaires, les emplois de moins donc de 50 000 francs CFA sont interdits aujourd'hui, sont interdits de moins dans les rues de Cotonou. C'est une pression. Le secteur privé a de véritables problèmes. Et quand ça se passe comme ça, nous sommes dans une chaîne de production. L'économie, c'est une chaîne. Et donc, quand un maillon aussi important, c'est-à-dire l'économie sur le plan, donc sur le volet vertical, a de problèmes, ça, il rejette systématiquement sur donc l'arsenal étatique. Et comprenez aujourd'hui quelles sont les difficultés qui sont donc celles du gouvernement à véritablement mobiliser les ressources financières qu'il faut. Quelles sont les difficultés donc pour l'État de véritablement entrer en possession donc de ses avoirs, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas casser les entreprises et le soir réclamer donc une aisance. Ce n'est pas possible. Vous grondez les entrepreneurs le matin et le soir vous leur faites les yeux doux pour qu'ils viennent payer donc ce qu'ils vous doivent. C'est pas possible. Ils vont payer avec quoi? Mais c'est pas avec le sang. Ils vont pas fabriquer donc de l'argent. Ce n'est qu'à travers la sueur de leur front, ils vont donc payer leurs impôts. Et quand vous les empêchez donc d'exercer leurs activités, il y a de quoi à ce que vous-même vous ne puissiez ressentir cela au fin fond de vous, et ça traduit un peu la situation que l'État central vit aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin de cette émission et nous avons promis de l'aborder, la question sur la dette en général. Il y a eu cette polémique autour de la dette intérieure, le rachat de la dette intérieure. Cette polémique, et le ministre d'État chargé du plan a été obligé d'aller répondre au niveau de l'Assemblée nationale. Le rachat de la dette intérieure d'une valeur de 350 milliards de francs CFA confiée à la société de gestion et d'intermédiation SGI, dont le président de la République, le président Patrice Talon, était un ancien actionnaire. Ça a fait jaser. Ah oui, d'abord, il y a deux éléments que je veux souligner. D'abord, la dette et sa croissance. Il y a un débat d'abord sur ça. Ensuite, effectivement, tout dernièrement, la question du rachat de cette dette-là, la dette intérieure. Vous rappelez, quand le régime actuel venait, ses partisans, notamment même les responsables donc, venant de ce régime-là, qui, en son temps, donc, on va dire, critiquaient le niveau d'endettement du Bénin. Oui, la roue a rattrapé, on va dire, les mêmes acteurs qui hier pointaient du doigt donc le taux d'endettement. Aujourd'hui, effectivement, quand vous consultez les chiffres, vous voyez que ça, on va dire, il y a une certaine croissance. Et les prévisions aussi notent qu'il y aura 1 à 2 points, à 2% de croissance l'année prochaine encore d'endettement. C'est seulement vers 2020-2021 que ça va commencer par stagner, peut-être voire y a-t-il déjà eu un pays qui s'est développé sans la dette? Non. Ça, la réponse, on va l'envoyer à ceux qui, en son temps, ont critiqué le régime de fin. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous. Pour s'enrichir, pour se développer, il faut prendre des initiatives. Or, les initiatives, ça coûte cher. Donc, il faut forcément emprunter de l'argent. Maintenant, la question de rachat donc,
de la dette par la Société Générale d'Intermédiation. Ça, c'est encore, c'est pratiquement le même débat. Partout où nous avons des échanges, ou plutôt de l'initiative avec les entreprises privées, quand vous regardez autour, si le chef de l'État n'est pas accusé d'être proche, vous verrez que ses proches le sont. Oui, 350 milliards, ça fait 18,79% donc du budget actuel. Une santé n'est pas heureuse, une santé n'est pas des meilleures au niveau du port autonome de Cotonou lorsque vous allez sur le marché financier racheter donc 18% de votre budget. Au-delà, nous avons 3 budgets déjà, soit un cumul de plus de 5 000 milliards de francs CFA en 2 ans d'exercice. Vous avez 1 000 milliards en termes de dépenses de l'État, soit 4 000 milliards de francs CFA qui sont restés aujourd'hui que le gouvernement doit pouvoir justifier. C'est ça la dette au Bénin. On ne sait pas véritablement à quoi nous servent ces montants-là. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie. Latif Boni, journaliste à la rédaction de E-Télé, la télévision privé au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.